vais tout de suite appeler à me rejoindre le professeur Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale et directeur de l'Espace éthique Île-de-France. Nous allons évoquer donc, avec lui les situations de vulnérabilité. Donc Emmanuel Hirsch, je vous passe la parole pour quelques mots avant que nous entamions nos échanges. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. On est tous vulnérables par rapport à la vie et on est aussi fort d'être ensemble lorsqu'il s'agit d'aborder des questions aussi fortes que la fin de vie. Et retenez beaucoup plus le mot vie que le mot fin. Une vie qui se termine, c'est une vie qui a eu un sens et qui doit l'avoir et qui doit être reconnue dans son sens jusqu'à son terme. On m'a demandé de faire une petite intervention liminaire sur les questions des vulnérabilités en fin de vie. Vous avez remarqué qu'on est dans une société qui a des vulnérabilités en dehors de la fin de vie. Nous sommes une société vulnérable. Il faut analyser nos vulnérabilités en général avant de se préoccuper uniquement des vulnérabilités en fin de vie. Donc je vais vous faire un petit exposé d'un quart d'heure, 20 minutes, puis Hélène m'interrompra, puis les gens, si vous avez des stress parce que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de mon propos, eh ben, on vous enverra le texte avec plaisir. La parole, et tout à l'heure ça a été évoqué, en ce qu'elle exprime de ce que nous sommes et ce à quoi nous sommes attachés, se situe au cœur de la démarche du soin palliatif. Parole donnée, parole confiée, parole partagée, jusqu'au dernier mot, avant le silence. C'est par la parole d'un soignant qui, dans les années 80, a contribué en France à la genèse du mouvement des soins palliatifs que j'introduirai ma brève intervention. Je souhaite ainsi rendre hommage aux militants professionnels et associatifs qui, depuis des années, dans un contexte institutionnel et social en fait peu conscient de la valeur de leurs engagements, défendent une conception exigeante de la sollicitude, de la solidarité et de la responsabilité humaine dans le soin, bref, assument une responsabilité politique éminente. Leur présence au quotidien auprès de celles et ceux qui éprouvent la vulnérabilité radicale d'une proximité avec la mort constitue pour moi un acte politique d'une force exceptionnelle. Ils sont, pour certains d'entre eux, présents ce matin, qu'ils considèrent cette rencontre organisée par la CRSA Île-de-France avec l'ASP comme l'expression de notre reconnaissance. Ce que vous faites est important, nous y sommes attachés. Vous conférez une valeur, un sens et une dignité aux derniers instants d'une existence de femmes ou d'hommes dans un contexte sociopolitique à nouveau soucieux de légaliser demain une pratique de l'euthanasie. Il y a quelques années, au cours d'un échange dans l'unité de soins palliatifs à l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif, Michel Hélène Salamagne me confiait, je la cite, « Dans la pratique des soins palliatifs, nous laissons venir la mort quand elle veut. Du moins, quand le malade veut bien laisser de la place pour qu'elle vienne. Il est ainsi admis que la médecine ne sera pas la plus forte. Elle ne peut plus apporter la guérison et se préoccupe désormais du confort global de la personne. Nul ne sait pourtant jamais s'il n'y aura pas de faux pas. Se maintenir dans la cohérence de l'accompagnement, avec parfois cette sollicitation qui peut surgir impromptue de l'interpellation d'un malade. Pourquoi ne me tuez-vous pas? C'est assumer une tâche de chaque instant. Elle est faite, certes, d'immenses joies, d'agrandissement intérieur, d'élévation réciproque, mais l'inquiétude demeure, le risque, la menace de l'imprévisible. Il n'est pas évident, dit Michel Salamagne, de se laisser questionner par un malade, par sa famille, par une dégradation physique, par le pronostic même des conditions d'une fin de vie. Cette personne trouvera-t-elle la paix? Pour combien de temps encore notre relation sera-t-elle maintenue avec elle? Est-ce que cela va bien se passer? Que d'interrogations et jamais pratiquement d'assurance. Et jusqu'au bout, même après le décès, on ne peut pas dire qu'on a bien fait notre travail ou que cette personne est morte confortablement, qu'on lui ait apporté une certaine quiétude. Et Michel Salamagne conclut, dans cet entretien, mais qui est plus long, que j'avais publié dans un des ouvrages, « Je suis pourtant persuadé que s'agissant de personnes pour lesquelles la fin de vie avec nous a été particulièrement compliquée,
on ne peut pas dire pour autant qu'elles n'ont pas cheminé. En fait, il y a vraiment deux définitions du soin palliatif. Tout d'abord, être là pour accompagner les derniers jours difficiles en fin de vie. Et puis d'autre part, construire de la vie à partir du moment où la guérison n'a plus de sens. Ce qui procède d'approches à bien des égards différentes. J'adhère de toute évidence à la deuxième option. Mon rôle de soignant en soins palliatifs est lié à des stades de vie bien plus amples que le seul suivi des ultimes instants de l'existence. Je termine cette citation de Michel Salaman qui avait sa place parmi nous. Et vous savez, depuis le temps que je me suis investi dans le domaine de l'éthique, probablement celles et ceux qui m'ont le plus apporté sont celles et ceux qui sont investis dans le mouvement des soins palliatifs, renouvelant dans les années 80 la conscience du soin. On était dans la filiation des années SIDA, puisque finalement le mouvement des soins palliatifs en France, je ne sais pas si vous le savez, se développe en 1984-85 et a beaucoup à voir avec l'empowerment, la prise de position des personnes, telle que vous l'avez vu récemment dans un film consacré à ACT UP. J'en viens à mon propos. Sur le terrain le moins exposé aux convoitises des prouesses médicales, là où l'incapacité de guérir équivaut trop souvent encore au désistement et à l'abandon, certains professionnels et militants associatifs ont décidé de reconquérir et de réhabiliter des espaces voués aux soins. Si l'efficacité médicale trouve ses limites, les professionnels n'en sont que plus sollicités dans leur capacité à préserver les conditions d'un lien et d'une cohésion d'autant plus nécessaire lorsque la guérison s'avère incertaine ou impossible. La force et la valeur du soin palliatif forment une sorte de promesse. Se focaliser moins sur la mort à venir que sur les conditions de la vie, fût-elle ténue et fragile, qui la précède encore. Un signe ou un geste, un mot, un regard qui ne se détourne pas, repousse la solitude quand le possible semble si pauvre. Reconnaître la douleur pour ce qu'elle est, accepter les formes multiples de la dignité en ces circonstances, voilà simplement des actes de vie qui justifient d'eux-mêmes, pour celui qui s'éloigne comme pour nous, d'être encore là. Dans la relation tellement spécifique que constitue le soin palliatif, respecter l'autonomie de la personne relève essentiellement du sens et de la qualité du rapport interindividuel, de cette alliance complexe et évolutive qui ne peut jamais se satisfaire de notions théoriques. Il importe de préserver la liberté d'une initiative attentive à une demande qu'il est rarement possible d'honorer parfaitement. Qu'en est-il de ces idéaux, considérés comme seuls légitimes, qui incitent à la neutralité, à la distanciation, à une instrumentalisation de la relation de soins, dans des situations où la personne éprouve plus que tout un besoin de reconnaissance et de considération. La valeur du soin prodigué à une personne atteinte d'une maladie incurable ou en fin de vie risque aujourd'hui d'être moins reconnue que le souci d'envisager avec la rigueur et la minutie d'un protocole les conditions de sa sédation profonde et continue. Parce que ces actes de soins sont humbles, modestes et éphémères, la tendance est de leur préférer l'apparente robustesse de résolution et de procédure définitive. Auprès d'une personne, au terme de son existence, dans ces périodes incertaines, déroutantes, délicates, il importe de renforcer notre souci de prévenance et de disponibilité. Il importe de considérer avec prudence ce qui justifie et rend acceptable les décisions qui s'imposent encore, même si elles ne visent plus à la guérison. L'expression de cette sollicitude tient à la continuité d'une relation engagée, subtile, qu'il convient de confirmer lorsque le doute, l'inquiétude, la peur s'insinuent. Elle tient aussi au signe de respect témoigné à la personne dans son histoire propre, ici et maintenant. Il convient de préserver la cohérence d'un soin à son service,
dans les choix et les besoins de son existence. Une même considération doit être accordée aux proches, eux aussi indispensables dans un environnement bienveillant. Le rapport qui s'élabore avec la personne touche donc à cette part d'intimité et de discrétion qui engage à penser ensemble la vérité, le secret, la pudeur et le respect. Cela confère tant de valeur à l'engagement jusqu'à la phase ultime d'une vie. Le soin prend dès lors cette dimension de relation essentielle, unique, de vivant à vivant. Dans une autre réflexion, je disais ce soin est un soin philosophique. Reconnaître l'autre dans sa liberté, c'est lui éviter la moindre contrainte, y compris celle de choix anticipés ou présents, auxquels il pourrait se sentir engagé, ne serait-ce que pour épargner à ses proches une confrontation douloureuse. L'avancée dans la maladie se vit trop souvent comme une confrontation insupportable à l'approche de la mort, lorsque les présences rassurantes ont déserté. L'intense sensation d'une disqualification relègue aux confins de l'existence, dont l'ultime exigence s'exprime alors dans la politesse d'une demande d'en finir. Dès lors, en dépit de l'épuisement des mots, dans un fragile murmure, la dernière parole est une supplique dont on veut encore croire qu'elle sera perçue comme un irrépressible besoin de contact, d'échange et d'humanité. Les conditions du mourir à l'hôpital interrogent et interpellent la continuité des soins. Alors quand je parle de l'hôpital, on sait aussi que dans les institutions, il y a eu tout un travail qui a été fait. La question se pose de la même manière, mais il ne faut pas oublier, nous qui sommes l'espace national de réflexion éthique également sur les maladies neuroévolutives, que certains établissements, certains EHPAD, orientent vers l'hôpital la personne qui ne sont pas en capacité d'accompagner jusqu'au terme de son existence dans l'établissement dans lequel personne se retrouve dans les services d'urgence. Il nous faut concevoir les missions confiées aux soignants au-delà du seul souci de tout mettre en œuvre pour guérir. La prise en compte de la globalité et de l'unicité du soin impose une nouvelle pensée, des pratiques, y compris à leur marge. La mort était trop souvent reléguée, évitée, tant elle déroutait et contestait ceux qui estimaient encore tout pouvoir, y compris parfois dans l'excès d'un acharnement. Voilà que des alliances s'instaurent entre la personne malade et celui qui la soigne, afin de mieux assumer ensemble des valeurs partagées. Pour conclure, j'affirmerai qu'il est temps de reconnaître la signification politique d'un combat mené à bas bruit, avec pudeur et résolution, auprès de personnes hier trop souvent abandonnées à leur mort, dans la disgrâce Je voulais faire une belle phrase et vous voyez, je tombe sur ma mauvaise phrase. Pour conclure, j'affirmerai qu'il est temps de reconnaître la signification politique d'un combat mené à bas bruit, avec pudeur et résolution, auprès de personnes hier trop souvent abandonnées à leur mort, dans la disgrâce d'une désertion médicale ou de la pose à l'insu de cocktails lithiques. Ce mouvement de soins continus et de soins de confort, engagé dans la proximité d'un engagement jusqu'au seuil de la mort, permet de se réapproprier un questionnement humain et de l'assumer dans un contexte aujourd'hui peu favorable à l'évocation de nos vulnérabilités. Les soins palliatifs nous éclairent sur les enjeux d'une médecine appelée à plus de discernement et d'humilité dans ses pratiques. Cette approche du soin incite à découvrir d'autres expressions de la sollicitude et de l'accompagnement, respectueuses de la personne dans la plénitude de son exigence d'autonomie et de considération. La force et la valeur de ce soin forment une promesse. Je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est avec le témoignage d'un soignant que je refermerai donc mon propos. Une patiente, effroyablement angoissée à l'idée de mourir, mais aussi à l'idée de vivre ce qu'elle appelle sa déchéance, me confie « Je n'ai jamais été aussi proche du suicide ». Entendant de la peur, je lui réponds « Voudriez-vous que nous vous en protégions ?» La patiente répond « Oui ». « De quoi auriez-vous besoin ?» Elle répond
qu'on m'aime. Cette relation aidante est porteuse de sens quand elle est faite de respect et de considération, telle que la personne puisse se sentir encore importante pour quelqu'un et digne jusqu'au bout. Et ce médecin concluait notre entretien en disant « Un patient, les yeux souriants et apaisés après plusieurs semaines traversées de révolte, de haine et de chagrin, m'a confié « Je ne savais pas que je pouvais être encore aimé ». Vous voyez, je conclurai mon propos qui devait parler de vulnérabilité. L'amour peut être une forme d'expression aussi de nos vulnérabilités, mais cet amour qui témoigne de vulnérabilité, c'est aussi la reconnaissance de l'autre qui reste ce qu'il est, ce qu'il a été, jusqu'au terme de son existence. Et cette exigence-là a été défendue depuis des années par le mouvement des soins palliatifs. Dans une société dont on voit l'expression des formes de barbarie aujourd'hui, dans la solitude, l'indifférence, et dans les normes qu'on nous impose aujourd'hui en termes de qu'est-ce que c'est une vie digne ou pas d'être vécue, qu'est-ce que c'est une vie rentable ou pas. Vous voyez à quel point le mouvement des soins palliatifs représente pour nous une réflexion éthique et un engagement éthique dont la société a le plus grand besoin. Merci de votre attention. Merci beaucoup.